Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous irons à Bakou en Azerbaïdjan pour un nouveau reportage sur les premiers Jeux européens. Nous parlerons de la consécration de l'église du Sacré-Cœur après sa rénovation. Un mot d'innovation et de santé avec le premier Connected Health Monaco au Fairmont. Du théâtre et des enfants avec une pièce d'une classe de l'école FANB sur le thème du tri sélectif. Et enfin, nous irons à Paris pour une nouvelle conférence à l'Institut océanographique sur le thème des déchets plastiques en mer. Et prenons la direction de Bakou pour ouvrir ce journal. Vous le savez, la capitale de l'Azerbaïdjan accueille en ce moment les premiers Jeux européens. 50 nations participent à cette compétition, dont Monaco avec 5 athlètes. Le prince Albert II était sur place tout le week-end. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux, Émilie Rousseau et Serge Prémont. Bakou se réveille après une cérémonie d'ouverture grandiose. C'est le jour J pour les 6000 athlètes participant aux premiers Jeux européens. Le jour des premières compétitions, l'occasion pour son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de se rendre sur plusieurs sites. Le souverain membre du Comité international olympique et président du Comité olympique monégasque a assisté aux épreuves de lutte gréco-romaine, de water-polo ou encore de gymnastique. Le prince Albert II a tenu également à se rendre au village des athlètes pour y découvrir l'ambiance qui s'y dégage, mais aussi le camp de base des Rouges et Blancs, le bureau du Comité olympique monégasque. À travers ces différentes visites, il aura pu constater la qualité des installations et l'investissement des Azéris à faire de ces Jeux un événement unique. Je crois que ces Jeux européens sont très bien partis. On a été accueillis de façon extraordinaire ici en Azerbaïdjan, à Bakou. Les installations sont tout à fait remarquables. Et même tous les services, tout ce qu'il y a autour de ces Jeux, tout ce qui font de ces Jeux pour l'instant une grande réussite. Je crois qu'il faut saluer l'hospitalité et la courtoisie, et même l'amitié de nos hôtes azéris et puis leur formidable volonté d'avoir voulu faire de ces Jeux un emblème de ce que ce pays aspire en matière de sport, en matière de développement et même de développement durable. Ces Jeux rassemblent de nombreuses personnalités du monde de l'olympisme. Nous avons pu le constater à la cérémonie d'ouverture et également lors de cette réception donnée par l'ambassadeur d'Allemagne en Azerbaïdjan, le président du CIO, Thomas Bach, le président des comités olympiques européens, Patrick Hickey, étaient notamment présents, tout comme Sergueï Boubka et Tony Estanguet, tous deux membres du CIO. Les deux anciens champions olympiques ont d'ailleurs travaillé avec le prince Albert II dans son groupe de travail lors de la 127e session du CIO à Monaco. Groupe portant sur la durabilité et l'héritage, un thème cher au souverain président de la commission sport et environnement au sein du comité. Le mouvement sportif international s'est ensuite retrouvé au bord de la mer Caspienne pour une soirée organisée par le Comité national olympique et sportif français. Au cœur des discussions, la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024, l'agenda 2020 adopté en principauté en décembre dernier et bien sûr l'organisation de ces premiers Jeux européens. C'est vrai qu'au début, tout le monde se posait un petit peu la question pourquoi faire des Jeux européens alors qu'il y a tellement de championnats d'Europe dans différents sports olympiques. Mais je crois que c'était une volonté d'unification un peu, puisqu'il y a d'autres Jeux continentaux sur les autres continents. L'Europe n'en avait pas et c'est peut-être pour unifier un petit peu et harmoniser un petit peu tout cela. Et nous sommes, je crois, heureux de participer. Je crois qu'il y a une belle participation. C'est vrai que le nombre d'athlètes est réduit, mais parce qu'il y a beaucoup de sollicitations cette année. Il y avait bien sûr les Jeux des petits États. Bien sûr, d'autres échéances tout au long de l'été dans différents sports, même dans d'autres jeux multisports comme seront les Jeux méditerranéens de plage au mois d'août à Pescara. Mais là, je crois que nos athlètes ici, que ce soit en athlétisme, en plongeon, en cyclisme ou en judo, auront à cœur, comme d'habitude, de faire briller les couleurs de la principauté. Premier athlète à entrer en lice, Yann Soren-Cabioche, le jeune plongeur monégasque participera à sa première compétition olympique jeudi. A noter qu'avant son retour en principauté, le prince Albert II assistait à la cérémonie de remise de médailles du triathlon, une épreuve remportée par le Britannique Gordon Benson.
C'est un événement exceptionnel et rarissime en principauté. Vendredi, l'église du Sacré-Cœur a été consacrée. Une cérémonie orchestrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, assisté du curé de la paroisse, l'abbé Daniel Deltreuil. Dominique Poulain a assisté à cette consécration. Avant la célébration, Monseigneur Barcy accueille la princesse Caroline pour cet événement qualifié de rare. L'église du Sacré-Cœur du quartier des Moneghetti a été consacrée, c'est-à-dire que cet édifice religieux est désormais et pour toujours un lieu dédié au culte catholique. Une consécration, c'est une cérémonie solennelle rarissime dans laquelle on met à part une église, on la consacre pour toujours, c'est-à-dire qu'elle est exclusivement réservée au culte catholique. Elle est élevée à la gloire de Dieu et c'est le lieu du rassemblement de la communauté chrétienne. Voilà, donc une fois que cela est fait, ça veut dire que pour toujours, cette église doit être réservée uniquement au culte divin. Moi, en 15 ans, j'aurais fait 2 consécrations. La nouvelle chapelle de Sainte-Thérèse des Carmes, donc à Monte-Carlo, et ici. Voilà, c'est donc, et après, je ne sais pas, j'en vois pas d'autres à consacrer. Aujourd'hui, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, s'accomplissent les paroles de saint Augustin, le grand évêque d'Hippone du début du 5e siècle, paroles qu'il a prononcées lors d'une consécration d'église, et je le cite, « L'édifice, ou plutôt sa construction, s'est faite dans la peine, la dédicace se fait dans la joie. » Construite à la fin des années 20, l'église du Sacré-Cœur a été bénie en 1929, mais n'a jamais été consacrée. La crise financière de 1929 et la Seconde Guerre mondiale avaient jeté un profond trouble dans les esprits pieux. À cette époque, les fidèles avaient d'autres préoccupations, d'autres choses à penser. 86 ans plus tard, l'édifice a donc été officiellement consacré catholique après des travaux de rénovation, travaux qui ont été lancés en 2013 et qui ont duré 18 mois. Une cure de jouvence rendue possible grâce à une subvention gouvernementale et à l'aide de nombreux fidèles. Les travaux qui ont été effectués, c'est d'abord tout ce qui est le gros œuvre du bâtiment, ensuite tout son décor, notamment son célèbre plafond qui fait 500 mètres carrés et qui a été restauré par des équipes de Paris qui travaillent et à Versailles et au Louvre. Ce sont des peintures marouflées et c'est un des plus grands plafonds peints de la Côte d'Azur puisqu'il fait 500 mètres carrés. Et c'est vrai que quand on voit d'autres églises un peu partout en France ou dans le monde qui n'ont pas cette attention-là, bien sûr qu'on pense à nos confrères qui n'ont pas cette chance. Mais j'ai eu cette chance et c'est pour la plus grande gloire de Dieu, comme il est écrit sur le tympan de l'église, donc il faut s'en féliciter. Le temps fort de cette messe de consécration a été l'onction. Monseigneur Barcy a apposé de l'huile bénite sur la table de l'Eucharistie et sur les 12 croix de l'Église, 12 croix qui rappellent les apôtres. Cette cérémonie solennelle a également été l'occasion pour le père Daniel de dire au revoir à ses paroissiens. Après 20 ans au service de sa paroisse, il a été nommé par l'archevêque curé de la cathédrale. Et une autre information en bref. Vous avez pu suivre son lancement sur notre chaîne depuis Cap Canaveral. Le satellite MonacoSat est opérationnel depuis le 10 juin. Arrivé sur sa position orbitale géostationnaire localisée au-dessus de l'équateur, il devrait être opérationnel plus de 15 ans. Les 38 transpondeurs sont tous prêts à être utilisés. Parlons technologie à présent avec une première, le Connected Health Monaco, le premier salon entièrement consacré à la santé connectée. L'événement se déroulait dans les salons du Fairmont Monte-Carlo. Plus d'explications avec Anthony Micou. Après l'industrie ou la finance, la médecine est le nouveau secteur qui s'approprie les nouvelles technologies.
Connected Health Monaco est né de la volonté de créer une plateforme de communication et d'échange entre les professionnels de santé et le grand public, avec en première ligne les objets connectés qui sont pleinement entrés dans notre quotidien. L'ensemble de ces objets finalement assure un suivi médical quotidien, une certaine télésurveillance par le professionnel de santé et on assure ainsi une vraie autonomie dans la prise en charge des patients. Et à mon avis, le système de santé et le système de soins va être repensé très rapidement grâce à ces innovations. Des innovations donc en matière d'accompagnement du patient. Et parmi les différents acteurs de la santé connectée présents sur ce congrès, la start-up Adscientiam, basée à l'intérieur de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, elle utilise une méthodologie novatrice. À la place de faire des essais traditionnels, on va aller poser les questions aux patients sur le smartphone et on va récolter des données issues des objets connectés. Ce que ça va permettre, c'est un nouveau recueil de données, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations beaucoup plus fines et précises dans la vie du patient, dans son quotidien, plusieurs fois par jour s'il y a besoin, mais de façon non intrusive. Et puis on va pouvoir contextualiser ces données avec les données des objets connectés. Selon la spécialité, on va aller trouver l'objet connecté qui correspond le mieux dans l'écosystème, dans toutes les startups ou les industries qui font des objets connectés et les utiliser, nous, dans nos essais cliniques. Et ça va nous permettre en fait d'évaluer ces objets, de voir s'ils répondent vraiment à des besoins médicaux et de voir s'ils ont une réelle validité scientifique. La e-santé allie l'efficacité des soins apportés à la maîtrise des dépenses. Avec l'apparition de ces nouveaux outils, elle devrait continuer à se développer dans les années à venir. Un mot de théâtre avec cette initiative à l'école FANB. Depuis le début de l'année scolaire, une classe de grande section de maternelle prépare une pièce avec pour thème le tri sélectif et le recyclage. La première et unique représentation a eu lieu il y a 10 jours devant les parents d'élèves. Anthony Micou. Alors maintenant que tu es vide, on va te mettre dans une poubelle jaune, on va te transporter dans une usine et tu deviendras autre chose que Woodedy. C'est génial! Peu d'enfants s'intéressent au tri sélectif. La classe de 5 B y a consacré un spectacle. La douzaine d'élèves étaient habillés avec des matériaux de récupération, des costumes forcément en accord avec le thème du recyclage. J'avais envie de faire un projet qui puisse avoir un caractère pédagogique et on s'est dit pourquoi ne pas travailler sur la sensibilisation à l'environnement, mais quelque chose qui puisse être concret pour les enfants. Et on a dit le tri sélectif, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire à l'école, qu'ils peuvent faire à la maison et qu'on peut vraiment mener concrètement avec eux parce qu'ils sont petits et il faut des choses qui leur parlent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, avant de jeter quelque chose dans la poubelle, ils me disent « Maîtresse, alors ça, on va le mettre dans la poubelle jaune, ça, je le mets dans la poubelle ordinaire ». Donc maintenant, ils se posent la question déjà sur leurs déchets, comment les jeter, où les mettre. Après des exercices préparatoires au mois de janvier dernier, les très jeunes élèves sont donc montés sur les planches. Une expérience inédite mais enrichissante. Moi j'aime bien mon texte. Moi j'aime bien les musiques et on apprend à trier. Hier j'avais oublié de jeter ma glace à la poubelle et après j'ai jeté à la poubelle. Ça me fait penser qu'on recycle des choses au lieu de ne pas polluer la terre. Moi j'ai la troisième vie. Moi j'ai la deuxième vie. Devenus des ambassadeurs du tri, les élèves ont appris la méthode de séparation des déchets domestiques en fonction de leur catégorie, ainsi que la manière de redonner une seconde vie aux objets. Ils ont été épaulés par Catherine Lerin, qui a écrit les dialogues, mis en scène, puis dirigés. Moi, au travers de mes pièces de théâtre, je veux qu'il y ait un message qui passe et un message qui soit important pour les enfants. Parce que c'est vrai que le théâtre, avant tout, ce n'est pas que monter sur scène. Je pense qu'il y a aussi un autre objectif, c'est d'apprendre en s'amusant. C'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté donc de créer ces petites scénettes. Le but, je crois que c'est dans quelques années, on verra si on arrive à avoir des petits citoyens responsables. Parce que le but quand même, c'est de préserver la planète pour les générations futures. Donc c'était un petit peu ça la mission de ce spectacle de théâtre. Avant les grandes vacances et le passage en CP, la classe ira visiter à la fin du mois de juin l'exposition permanente du Musée d'art moderne de Nice qui transforme les déchets en œuvres d'art. Un détour par Paris avant de refermer ce journal avec le traditionnel cycle de conférences. Dernière session avant la pause estivale, le thème « Déchets en mer, mythes et réalités ». Retour sur cette conférence dans ce reportage. Les océans représentent 97% de l'eau sur Terre. La planète Terre, elle, est recouverte à 75% d'eau. L'océan permet de réguler le climat et assurer sa protection et celle de l'écosystème marin est une vraie nécessité pour l'avenir de notre planète.
L'Institut océanographique de Paris consacrait sa dernière conférence avant la pause estivale à cette thématique mercredi dernier. Déchets en mer, mythes et réalités, avec comme problématique l'accumulation des déchets plastiques en mer. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 8 à 10 millions de tonnes de déchets qui arrivent en mer chaque année, apportés par tous les fleuves, apportés un petit peu par le vent venant des régions côtières. Mais c'est un problème d'une ampleur très importante, notamment parce que c'est un problème cumulatif. L'océan n'est pas capable de digérer les déchets et quand un gros déchet se décompose, en fait, il ne disparaît pas, il se transforme en micro-déchets qui restent un problème pour les tout petits organismes, le plancton en mer. Cette accumulation de déchets a provoqué l'apparition dans les océans de 5 gyres, véritables continents de plastique flottant, des zones où différents courants marins convergent les uns vers les autres, créant d'énormes tourbillons permanents, ce qui provoque l'accumulation des déchets. Initiées par Patrick Dexon et Gilles Broise, les expéditions 7e continent ont pour but de se rendre en mer au plus près de ces gyres. On essaye de les comprendre et de les analyser. Donc là, on collabore avec Mercator, par exemple, qui est une entité Ifremer, sur le sujet. On travaille avec le CNES également. Donc on essaye de voir depuis l'espace si on arrive à localiser et à analyser la densité de tout cela. Et puis également, on va regarder l'impact que cela a sur la biodiversité. Puis on va également aborder le sujet des solutions, parce que c'est quand même ce qui compte le plus après la constatation. 270 000 tonnes de plastique flottent à la surface. Si on ne fait rien, 155 millions de tonnes seront dans les océans en 2025. Cette problématique touche tout le monde. Le G7 a d'ailleurs évoqué ce problème lors de son sommet il y a une semaine. Un vaste plan d'action est à l'étude. Et une dernière information avant de refermer ce journal. Le musée océanographique profite des vacances scolaires pour sensibiliser les jeunes générations avec un stage de découverte du monde marin. Le traditionnel Snapper Club rouvre ses portes. Ouvert aux 8-12 ans, il accueille les enfants de 9h à 17h pendant 5 jours. Au programme des jeux et activités multiples centrés sur les océans et les animaux qui les peuplent. Quel temps fera-t-il en cette fin de semaine? Jetez un coup d'œil sur vos prévisions météo. Mercredi, déclin de la période de temps incertain à tendance orageuse, apparition du soleil en cours de journée. Il fera 20 degrés le matin et 24 l'après-midi. Jeudi, une belle journée avec un grand soleil et peu de vent. Idem vendredi avec un temps ensoleillé et une maximale de 26 degrés. Et enfin samedi, apparition de quelques nuages sans détérioration du temps avec des températures stationnaires. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Fabien Bonilla et Sandrine Nègre pour l'épisode 2 du magazine spécial Festival Télé. À suivre également les sorties cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.